internautes, bonjour, merci de nous rejoindre sur les Kubernetes Community Days France 2023. Nous sommes en direct de Beaubourg pour cette édition un peu spéciale de notre rencontre hebdomadaire. Et je suis en compagnie de mon compère habituel Guy Hervier. Bonjour Guy. Et on va commencer cette édition par un invité prestigieux, si je puis dire, parce que nous sommes avec Solomon Hykes, qui est pas moins qu'un des co-inventeurs, de cofondateurs de Docker. Hein. Et comme on parle de conteneurs aujourd'hui, j'allais dire, ça tombe bien. Bonjour. Bonjour Solomon. Alors déjà, merci d'être venu jusqu'à nous pour échanger sur ce sujet et faire partager votre témoignage à la communauté qui nous suit au travers qui nous suit en ligne. Alors moi, j'avais une petite première question, Solomon, puisqu'on parle de Kubernetes aujourd'hui et on sait que vous êtes évidemment plutôt lié à Docker. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans cette bataille entre guillemets des distributions de conteneurs, pourquoi plutôt Kubernetes qu'un Docker finalement après quelques années de recul? Oui, c'est bon, le micro marche? Oui, d'accord. Bonjour, merci de m'accueillir. En fait, la perspective de Docker, c'est simple, c'est que la perspective de Docker, bon, je suis plus chez Docker, maintenant je suis parti, mais partout je regarde, il y a du Docker. C'est simplement que l'orchestration de containers dans un cloud, c'est une utilisation des containers. Il y a le développement, il y a le CI/CD, il y a différentes applications parce qu'il y a des containers partout. Il y a la configuration de réseau pour les containers, etc. Il y a toutes sortes de catégories de produits. Dans l'orchestration, il y a une guerre assez féroce entre des dizaines de projets en fait, y compris Kubernetes. L'approche de Docker, c'est tout simplement qu'à la fin, il y a du Docker partout, et donc l'important, c'est que le meilleur projet gagne pour chaque catégorie. Donc le fait que Kubernetes est surpassé, il y en a beaucoup, hein, la plupart sont oubliés depuis longtemps, mais bon, les autres qui étaient dans la course, c'était Nomad, et puis Docker avait fait une version intégrée qui s'appelait Docker Swarm. Je pense que c'est surtout lié au poids de Google et de Red Hat, hein, tout simplement, mais on l'a jamais vu comme un Kubernetes contre Docker, puisque Kubernetes utilise Docker, en fait. C'est une déclinaison de la technologie Docker. Donc, derrière chaque cluster Kubernetes, il y a ce qu'on appelle Containerd maintenant, qui est le cœur de l'engine Docker, finalement. C'est un composant interne et c'est celui qui est produit par Docker. Donc en fait, il y a une espèce de fusion entre les projets en quelque sorte. Voilà. Donc c'est finalement plus fusionnel que conflictuel. Voilà. D'accord. On va peut-être continuer sur ce sujet parce qu'effectivement, vous avez présenté comme le co-inventeur de Docker. Est-ce que quand vous avez lancé le projet, je crois que c'était en 2008, il y avait déjà la virtualisation dans le monde x86, donc qui était déjà assez largement diffusée et finalement qui répondait à pas mal de problèmes. Donc on ne va pas refaire l'histoire, mais qu'est-ce qui vous a poussé à réfléchir à une autre forme de virtualisation, parce que finalement c'en est une, et quand vous avez lancé ce projet, est-ce que vous aviez l'idée que ça prendrait un tel essor? Ouais, alors pour répondre déjà à la deuxième partie, moi j'étais assez jeune et j'avais peu d'expérience dans l'industrie. Par contre, j'avais une foi complète dans le potentiel des containers, et qui à l'époque était naïve, presque irréaliste, mais en quelque sorte, j'avais pas l'expérience nécessaire pour savoir que c'était pas possible, et donc on l'a fait. mais le potentiel qu'on voyait, c'était de créer une couche par-dessus la virtualisation. Puisque la virtualisation, ça a toujours été principalement un outil pour gérer le matériel, le serveur. Donc on virtualise le serveur, mais ça reste un serveur. Le potentiel des containers, c'était de se centrer sur l'application. C'était plus un mode de packaging et de distribution de l'application elle-même. Et c'est ça qui était inhabituel dans notre approche, parce que la technologie existait. On n'a pas inventé les fondamentaux technologiques des containers, mais c'était utilisé simplement comme une espèce de VM un peu plus rapide. Et nous, c'était un changement qualitatif de dire c'est pas du tout une VM plus rapide, c'est
c'est plus comme le système de packaging de Java, mais appliqué à tous les langages, c'est applicatif. Mais tel que vous l'aviez pensé, est-ce que c'était plutôt quelque chose qui allait remplacer ou quelque chose qui allait compléter? On le voyait comme très complémentaire, oui. Ouais. C'est Ouais. effectivement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Absolument, ouais, ouais. Et même il y a un début de fusion, je pense, parce qu'on voit maintenant des systèmes qui combinent les propriétés des containers avec les VM. Il y a beaucoup de mélange technologique maintenant. Mais oui, c'est très complémentaire. C'est un peu l'approche qu'a retenu VMware d'ailleurs. entre parenthèses. Alors évidemment, eux, ils ne pouvaient pas faire autrement puisqu'il y avait une telle base installée. Oui, alors après, chacun a évidemment sa version de l'histoire. Si on vend des VM, les VM sont très importantes. Si on vend du Linux, Linux est très important, etc. Alors maintenant, puisque nous, on s'adresse plutôt à des DSI et qui ont, je dirais, tout un tas de problématiques, bon, dont la problématique de développement, de migration vers le cloud, enfin, tout un tas de sujets différents. Est-ce que vous pensez que finalement, les problèmes posés malgré tout liés à la complexité et à la mise à l'échelle, qui étaient quand même des problèmes, parce que je crois que j'ai lu quelque part que Google gérait 2 milliards de conteneurs par jour, donc c'est quelque chose qui ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas l'automatisation derrière. Oui. Est-ce que vous pensez que ces deux problèmes de mise à l'échelle et d'automatisation et de complexité, alors donc 3 problèmes, ont été aujourd'hui, enfin en tout cas, ont des solutions satisfaisantes? Je pense que ça fait beaucoup de progrès. Sur l'hébergement lui-même, faire tourner des containers à grande échelle sur de nombreux serveurs avec le load balancing, le stockage, que ça tienne la charge. Je pense que là, on commence à avoir des solutions vraiment matures. Je pense que là où les problèmes restent, c'est comment amener ce container et comment il est arrivé là, toute la chaîne logistique qui est derrière, qui doit elle aussi être automatisée. Et là, collectivement, on a encore beaucoup de travail à faire. Ouais. Donc, disons que le goulot d'étranglement n'est plus sur l'hébergement lui-même du container, mais en amont de ça. Très bien. Alors, on peut peut-être continuer, puisque finalement, vous êtes un peu dans une situation paradoxale, parce que vous êtes aujourd'hui, vous étiez le conférencier à la keynote là, ce matin des containers, et c'est un monde que vous avez un petit peu quitté, puisque vous avez quitté l'aventure Docker et pour en créer une nouvelle que vous avez appelée Dagger. Oui. Dont, alors, j'étais ce matin à la présentation que vous avez faite. Vous avez dit que d'un côté, il y a le monde des développeurs. De l'autre côté, il y a le cloud, hein, qui est une véritable industrie informatique. Aujourd'hui, industrie en sens la mise en place des serveurs, des systèmes de stockage, etc. Et puis entre les deux, il y a une espèce de no man's land un peu compliqué à mettre en œuvre. Et c'est un peu là-dessus que vous essayez d'apporter des réponses. Est-ce que ça, c'est une présentation assez simple de Dagger qu'on peut... Oui, tout à fait. Donc nous, on s'attaque à un morceau du problème en ce moment qui est le CI/CD, donc l'automatisation des tests, d'intégration entre les composants. Donc on permet aux équipes techniques d'automatiser les pipelines de CI/CD. Mais en fait, on s'attaque à un problème plus large. On n'est pas les seuls d'ailleurs, qui est exactement celui que vous décrivez, qui est un problème de plateforme en fait. C'est-à-dire qu'on a un cloud, très bien, on a des applications, super, et on est dans une démarche de migration vers le cloud ou d'expansion de son utilisation du cloud. Comme on disait, c'est un problème principalement logistique aujourd'hui, d'automatisation de la glue. Ok, il y a des équipes applicatives qui produisent des composants, des bases de données, il y a des équipes data maintenant, et il faut intégrer tout ça d'une manière automatique comme une usine, quoi, tout simplement. Sauf que on est plutôt dans une usine de style Airbus maintenant. On est dans une chaîne logistique vraiment complexe, et donc ce qu'on voit nous dans les équipes informatiques, c'est une approche de plateforme. Okay, chaque entreprise devrait idéalement, pour sa fonction logicielle, créer sa propre plateforme en interne, qui est une espèce de plateforme logistique. Et c'est très difficile. Voilà, donc il y a deux approches. Il y a l'approche moi j'ai une plateforme à vendre, acheter ma plateforme. Avant on parlait de PaaS. Maintenant, je ne sais pas quel est le terme pour être honnête, mais bon, il y a OpenShift, il y a Tanzu, il y a Cloud Foundry, il y a des plateformes comme ça. C'est une usine prête à utiliser en fait.
nous, notre approche, et qui, je pense, est l'opinion partagée par les ingénieurs sur le terrain qui doivent faire marcher la plateforme, c'est que chaque usine est unique. Mon produit n'est pas le produit d'un autre, donc mon usine n'est pas l'usine d'un autre. Et donc, il faut qu'au final, il va falloir que chacun crée sa propre plateforme adaptée à ses besoins. Donc, nous, on essaie de leur donner un système modulaire qui permet d'assembler, de combiner les robots intelligents pour chaque étape de la chaîne logistique. À chacun son usine, quoi. Et donc pour traiter ce problème, Oui. Parce que jusqu'à présent cette espèce de ce que vous appelez la glue, en gros, c'était Oui. l'utilisation de scripts. Donc Oui. en fait c'est un peu du bidouillage. Donc vous essayez d'apporter un peu de rationalisation, Oui. d'automatisation dans tout ça pour faciliter et aller plus vite finalement. Au final c'est un peu ça, non? Exactement. Oui, c'est de l'automatisation c'est de la productivité, c'est aussi de la fiabilité, parce que quand l'automatisation ne marche plus, ou qu'il faut l'adapter à un nouvel environnement, une nouvelle technologie, c'est exactement comme une usine qu'il faut éteindre et qui ne tourne plus. On peut plus. Alors l'application peut-être tourne encore, mais on peut plus la mettre à jour, on peut plus la modifier, et ça paralyse l'organisation en fait. Donc ça devient un élément crucial. Donc les scripts, la bidouille, ça ne suffisent plus. Juste une petite question de vocabulaire. Je crois que le mot dagger, en fait, il vient de dag, qui est Oui. un terme que vous utilisez, vous, dans votre domaine Oui. particulier, en fait, que moi j'ai compris comme un workflow, mais est-ce que Oui. c'est un petit peu différent? Oui, alors le DAG, c'est simplement la théorie derrière, la théorie informatique derrière quelque chose comme un workflow. C'est simplement une structure en graphe avec des boîtes et des flèches, hein. C'est rien de plus, mais simplement derrière ce terme technique, il y a des propriétés intéressantes, il y a des technologies. Donc nous, finalement, Dagger donne une espèce de plateforme, d'engine pour programmer des workflows sous forme de DAG. Donc les ingénieurs aiment bien parler de DAG. De manière plus générale, on peut parler de workflow, absolument. L'important, c'est de les rendre programmables, qu'il y ait une API pour les créer, les gérer, les faire tourner, pour passer de la phase de la bidouille, justement, à une phase plus industrialisée où on peut finalement, ces workflows sont au même niveau de qualité et même niveau de qualité et de productivité que l'application elle-même. C'est du code. Alors, on peut utiliser finalement même des langages de programmation pour faire ça. Absolument. Ouais. Ce qui veut dire que les gens qui ont déjà la maîtrise de ces langages, ils peuvent Exactement. Oui, c'est ça. Ça claire cette Exactement. tâche-là. Vous en êtes à la version bêta, si je comprends bien? Oui, c'est en bêta, mais un peu comme ce qui s'est passé avec Docker, on découvre que des entreprises l'utilisent déjà dans des environnements de production, donc on essaie Comment? C'est une bêta avancée. C'est une bêta avancée, oui. Ben, de nos jours, les bêtas durent plus longtemps, mais je pense qu'on va sortir de la bêta bientôt quand même. Donc c'est une sortie pour cette année? Ouais. Oui. Et vos clients, finalement, c'est à la fois les éditeurs de logiciels et les grandes entreprises ou les entreprises qui font du développement en interne. C'est un peu ça? Oui, c'est à partir du moment où il y a une équipe logicielle qui déploie sur le cloud, et qu'il y a une certaine échelle, on va dire à partir de 10 à 20 ingénieurs. En général, on commence à avoir un staff dédié pour construire cette plateforme, pour automatiser. Parfois, on appelle ça le platform engineering, le DevOps engineering, SRE. C'est cette équipe-là qu'on équipe avec des meilleurs outils. Donc, c'est à partir de 20 ingénieurs, à peu près, avec un déploiement vers le cloud, que Dagger commence à avoir du sens. Ouais. Et est-ce que quand vous avez lancé ce projet, vous aviez la même naïveté que quand vous avez lancé Docker? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que finalement, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était pas possible, mais vous le saviez pas, donc vous vous êtes lancé là-dedans? Moi, j'aime bien faire les choses différemment. C'est une bonne question. Je cherche l'équilibre entre suivre mon instinct pour faire les choses différemment et puis en même temps utiliser le sens commun pour pas faire des erreurs inutiles. Mais bon, je pense qu'on a un rôle à jouer dans l'industrie. On peut se permettre, moi je peux me permettre avec mon succès avec Docker de prendre un risque. Donc on est parti essayer quelque chose de nouveau pendant quelques années. On est revenu avec Dagger. Maintenant les gens s'en servent, ça règle leurs problèmes d'une manière unique qui les intéresse beaucoup. Donc
pour l'instant, suivre notre instinct nous a bien réussi, donc on continue. Oui, je vous parliez de DevOps. Oui, Je pense que votre plateforme est au cœur de cette problématique. oui. J'allais te dire, le DevOps, beaucoup en parlent. Est-ce que vraiment beaucoup en pratique? Ah voilà, bonne Quelle est votre question. vision de la chose, si je puis dire? Ouais, ce qui est intéressant avec DevOps, c'est il y a un côté technologique, mais il y a aussi un Un côté organisationnel, quoi. Comment? Un côté organisationnel. Oui, exactement, et culturel aussi. Et donc c'est difficile de changer sa manière de travailler. Et plus une organisation est grande, Ouais. plus c'est difficile. Donc je pense que on parle de gestion de changement en fait. Je pense que c'est un mouvement qui a vraiment aidé à changer comment dire, le contexte général. Ça donne une direction d'ensemble. Voilà. Après, à chacun de l'interpréter et de l'appliquer à sa manière. Ouais. Peut-être une dernière question avant de vous libérer, parce que vous avez des contraintes. Vous avez parlé un petit peu de la French Tech Oui. tout à l'heure, là, en disant que entre ce que vous aviez connu en partant de France en 2008 et ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Oui, c'est vrai. Vous-même, vous avez, pour l'instant, vous avez levé 20 millions de dollars, je crois, ou 20 Oui, millions 30 en tout. 30 20 plus récemment. Ouais. par des fonds américains ou c'est assez partagé? Alors, 7 millions avec un fonds français et 20 millions avec un fonds américain. Donc vous gardez les deux pieds finalement Oui. des deux côtés de l'Atlantique, même Oui, si, oui. comme vous l'avez aussi expliqué, quand vous aviez lancé Docker, vous aviez un bureau à San Francisco et un à Paris. Aujourd'hui, vous avez des bureaux dans 8 différentes zones. Oui. Finalement, il n'y a plus de bureaux. Il n'y a plus de bureau, oui. On reste dans une culture très américaine, mais je trouve qu'en particulier, il y a des investisseurs français et européens qui ont vraiment progressé. Il y a des investisseurs du niveau des Américains. Ça reste quand même pas la même catégorie, mais individuellement, on peut trouver des investisseurs en France qui sont aussi bons que les Américains, qui ont le même état d'esprit et qui font bouger les choses, donc dont New Wave, qui est le fonds avec lequel on travaille ici en France. Donc c'est très encourageant. Et cet aspect, j'ai 8 bureaux, enfin, c'est une question encore de management, mais la cohésion d'équipe, c'est pas... C'est très différent. Hein. C'était vraiment ça s'est fait. Bon, on a commencé notre projet en pleine pandémie avec, on travaillait de la maison. Donc après, ça s'est fait tout seul. On a trouvé les experts parfaits. On a l'équipe parfaite. Simplement, elle est éparpillée à travers le monde. Et donc, on n'a pas le choix. On est une entreprise virtuelle. Vous êtes combien au total? On est 24. Est-ce qu'une seule fois, vous êtes tous réunis quelque Oui, part? alors on se réunit une fois par an, tous ensemble. Et après, par plus petits groupes, par exemple, on profite de ma visite pour réunir l'équipe européenne. Donc on est française plutôt. Donc on est 5 à Paris pour la semaine. Et on est toujours très, très content de se voir. Parce que travailler à distance, c'est pas la même chose. Il y a des avantages énormes, des inconvénients très clairs. C'est un équilibre à trouver. Oui. Mais je pense que ça va rester dans les mœurs. Très bien. Écoutez, Solomon, merci. Merci beaucoup.